L'industrie du recyclage des batteries lithium-ion explose pour atteindre un marché de 35 milliards de dollars, souvent appelé la seconde mine du monde. Mais comment les déchets de batterie renaissent-ils en matière première pour la prochaine génération de cellules? Cela pourrait-il vraiment être la solution à la montagne croissante de batteries usagées? Le processus commence par la collecte et le tri, suivi du broyage et enfin de la réutilisation des matériaux dans de nouvelles batteries. Grâce à la combinaison de technologies avancées et d'usines automatisées, le recyclage est devenu une industrie clé. Non seulement il neutralise les déchets dangereux, mais il fournit également des ressources essentielles pour les batteries du futur. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment les batteries usagées reprennent vie et pourquoi cela pourrait être le maillon manquant pour construire une industrie vraiment verte. Aujourd'hui, la Chine est le leader mondial des véhicules électriques, avec la plus grande consommation au monde. Ce passage aux véhicules électriques a apporté des bénéfices évidents. Réduction des émissions de CO2 et diminution de la dépendance aux combustibles fossiles. Pourtant, derrière cette image prometteuse se cache un défi croissant au cœur même des véhicules électriques, la batterie lithium-ion. En 2026, la Chine devrait jeter environ 1 million de tonnes de batteries de véhicules électriques. Le problème est que le système de recyclage chinois n'a pas suivi le rythme du boom rapide des véhicules électriques. Des dizaines de milliers de petites entreprises opèrent dans le secteur, mais seule une très petite fraction respecte les normes de sécurité appropriées. En conséquence, un grand nombre de batteries sont démontées manuellement ou même abandonnées, créant des risques de fuite de produits chimiques toxiques dans les sols et l'eau. Le parcours du recyclage ne commence pas dans un laboratoire moderne, mais directement dans chaque foyer. Lorsque les piles d'une télécommande, d'un appareil photo ou d'un téléphone sont épuisées, beaucoup de gens les mettent de côté dans de petites boîtes plutôt que de les jeter. Cette simple habitude crée un flux de collecte silencieux mais crucial, contribuant aux millions de batteries rassemblées chaque année. Une fois qu'une quantité suffisante s'accumule, elles sont apportées à des points de dépôt publics tels que les supermarchés, les écoles ou les centres électroniques. Là, les batteries sont placées dans des conteneurs métalliques spécialisés équipés d'isolation, de couvercles antidéflagrants et de capteurs de sécurité pour prévenir les fuites ou l'accumulation de chaleur. À partir de ce moment, le système de collecte officiel prend le relais. Lorsque suffisamment de batteries sont accumulées, des camions spéciaux avec compartiments scellés et systèmes de ventilation transportent l'ensemble du chargement vers des installations centralisées. Pour les batteries industrielles et les packs de véhicules électriques, le processus est encore plus complexe. Des unités massives pesant des centaines de kilogrammes doivent être placées sur des palettes renforcées et déplacées par des chariots élévateurs hydrauliques. Au dépôt, elles sont placées sur des lignes de convoyage où des bras robotiques les trient dans de grandes boîtes en acier équipées de capteurs thermiques et de gaz, surveillant en permanence les fuites ou la chaleur anormale. Les travailleurs ne manipulent jamais les batteries directement. Ils supervisent plutôt le système automatisé, garantissant que chaque envoi est scellé et clairement étiqueté. C'est ici que la chaîne de recyclage commence officiellement. Après avoir été collectées et stockées en toute sécurité, les batteries entrent dans l'étape de tri, une phase cruciale qui détermine le traitement approprié pour chaque type de matériau. Sur la ligne de convoyage automatisée, des milliers de batteries de différentes formes et couleurs passent sous des caméras industrielles et des systèmes d'intelligence artificielle. Les algorithmes scannent chaque petit détail. Étiquettes imprimées, bornes, tailles et couleurs, combinées avec des capteurs spectraux pour identifier la composition chimique exacte à l'intérieur. Grâce à cela, les batteries lithium-ion, nickel-métal-hydrure, plomb acide et alcaline sont séparées en groupes distincts. Cependant, les machines ne sont pas toujours parfaitement précises. C'est pourquoi, aux stations d'inspection supplémentaires, les travailleurs effectuent encore un tri manuel, retirant les étiquettes, vérifiant les fissures et utilisant même des testeurs portables pour examiner les batteries plus difficiles à identifier. Pour les grands packs de batteries de véhicules électriques ou d'équipements industriels, les bras robotiques travaillent en tandem avec les techniciens. Les robots gèrent le levage et le déplacement des modules lourds, tandis que les techniciens inspectent directement leur état, marquant les cellules qui montrent des signes de gonflement ou de fissuration. Avant d'avancer plus loin dans la ligne de recyclage, chaque type de batterie doit être rendu complètement sûr. Pour les piles domestiques et de téléphone, cette étape est relativement rapide. Des capteurs thermiques et des voltmètres déterminent l'énergie résiduelle, tandis que les techniciens inspectent visuellement le boîtier pour détecter tout gonflement, fissure ou fuite. Les unités gravement endommagées sont séparées pour un traitement spécial, tandis que les intactes sont immergées dans une solution saline diluée pour décharger toute énergie restante. Avec les batteries de véhicules électriques,
l'ensemble du processus devient plus complexe. Chaque pack de batterie est placé sur un support renforcé, puis les robots le démontent en modules individuels. Ces modules passent à travers des scanners à rayons X industriels qui détectent les cellules endommagées cachées à l'intérieur, invisibles à l'œil nu. Simultanément, des systèmes de mesure de tension enregistrent les données de chaque module, déterminant le niveau d'énergie restant. Les modules à haute tension sont dirigés vers une zone de décharge dédiée, où l'énergie excédentaire est libérée à travers des résistances haute puissance dans un environnement strictement contrôlé. Pour les packs massifs de batteries de véhicules électriques ou de systèmes de stockage industriels, le processus de démontage nécessite une infrastructure spécialisée. D'abord, les packs sont sécurisés sur des plateformes hydrauliques et des robots industriels commencent à retirer chaque couche de boîtier en aluminium ou en acier à l'aide de perceuses et de pinces de précision. Sous le boîtier se trouvent des centaines de modules plus petits disposés en blocs, chaque module contenant de nombreuses cellules cylindriques ou en pochette. Les robots sont chargés de séparer ces modules, tandis que des convoyeurs automatisés transportent chaque pièce vers sa station de réception désignée. Des capteurs de pression et des caméras infrarouges surveillent continuellement le processus pour détecter précocement toute anomalie. Une fois que les boîtiers, modules et cellules ont été séparés en toute sécurité, les packs de batterie passent à une étape plus intense, le broyage de toute la structure pour libérer chaque composant à l'intérieur. Le traitement mécanique commence par un rugissement tonitruant de broyeurs, où des packs de batterie pesant des centaines de kilogrammes sont réduits en fragments en quelques secondes. Au centre de cette étape se trouve un système de broyage industriel scellé. Les travailleurs placent chaque module de batterie sur un convoyeur, qui l'alimente directement dans une chambre en acier épais. À l'intérieur, des arbres rotatifs équipés de lames en alliage tournent à haute vitesse, générant une force immense. En un instant, les batteries sont écrasées en un mélange de métaux, de plastique et d'une fine poudre noire, riche en lithium, cobalt et nickel. L'ensemble du processus se déroule dans une atmosphère de gaz inerte pour éviter les étincelles. Le choc constant de l'acier résonne dans l'espace comme une machine colossale de concassage en action. Immédiatement après, le flux de matériaux passe à travers une chaîne de séparation continue. Des électroaimants puissants extraient tout le fer et l'acier. Des séparateurs à courant de Foucault dirigent l'aluminium et le cuivre dans leurs propres canaux. Des tamis vibrants trient les particules par taille, récupérant la poudre fine concentrée en métaux précieux. Les fractions légères telles que les plastiques et le papier isolant sont éliminées par flottation, combinées avec des capteurs optiques. Chaque opération mécanique joue un rôle crucial. Broyage pour libérer, tamisage pour dimensionner, séparation magnétique et optique pour diviser. Au moment où le matériau quitte la ligne, il a été fondamentalement trié, des métaux lourds et alliages légers à la précieuse poudre noire. Ce processus mécanique transforme les packs de batteries dangereux en flux de matériaux contrôlés, ouvrant la voie aux étapes de raffinage ultérieures. Dans la section chimico-thermique, le matériau ayant passé le traitement mécanique est introduit dans des systèmes de raffinage complexes pour extraire les métaux précieux. Avec l'hydrométallurgie, la masse noire contenant lithium, cobalt et nickel est dissoute dans des cuves de solution acide où les ions métalliques individuels se déplacent et précipitent à travers des étapes sélectives. Des pompes de circulation, ainsi que des capteurs de pH et de température, fonctionnent en continu pour assurer des réactions précises, produisant des sels métalliques purs. Parallèlement, d'autres flux de matériaux entrent dans la pyrométallurgie, un processus de fusion à haute température atteignant des milliers de degrés. À l'intérieur des fours à arc électrique, le mélange est fondu et séparé en couches de scorie et de métal fondu. Cette méthode récupère efficacement le nickel, le cuivre et le cobalt, tandis que des systèmes de filtration de gaz multi-étages traitent complètement les émissions, empêchant les substances nocives de s'échapper dans l'environnement. Que ce soit par solution ou par chaleur, l'objectif reste le même, transformer un matériau chaotique en flux de métaux purs. Chaque lot de carbonate de lithium, de sulfate de cobalt ou de sulfate de nickel récupéré devient la matière première pour de nouvelles générations de batteries, complétant le cycle technologique de la chaîne de recyclage. La renaissance d'une batterie ne se termine pas avec la récupération des métaux. Ce sont ces matériaux raffinés qui marquent maintenant le point de départ pour la production de nouvelles batteries. Et pour mettre cette chaîne en mouvement, l'usine doit d'abord créer le boîtier en acier, le cadre mécanique qui détermine à la fois la sécurité et la durée de vie de la cellule. À partir de bobines d'acier laminé minces, des lignes d'emboutissage continu coupent, plient et pressent le matériau en coque cylindrique compacte. Ce boîtier supporte la charge structurelle et agit comme la première barrière contre les fuites chimiques internes. Sur la ligne de convoyage, chaque ébauche d'acier passe à travers des machines d'emboutissage multi-étages. À chaque étape, l'ébauche est étirée et façonnée, tandis que sa surface est traitée pour la résistance à la corrosion. Des caméras industrielles surveillent en continu, rejetant toute coque présentant des rayures ou des déformations. Compléter le boîtier n'est que la fondation. Pour qu'une batterie fonctionne, l'usine doit créer avec précision les couches de cathode et d'anode. Dans certaines lignes de production modernes, une partie du dioxyde de manganèse, du nickel ou du zinc peut provenir de sources recyclées dans le cadre d'une boucle fermée, puis raffinée à nouveau pour répondre aux mêmes normes que les matériaux vierges.
Sur la ligne de cathode, le dioxyde de manganèse est finement broyé, mélangé avec du graphite et introduit dans des mélangeurs à haute vitesse. Le mélange passe ensuite par des fours de séchage pour contrôler l'humidité et la taille des particules, avant d'être compacté fermement dans le boîtier en acier. En parallèle, l'anode est produite à partir de zinc ou de graphite synthétique mélangé avec une solution d'électrolyte, puis façonnée par des machines de laminage et de séchage sous vide. C'est une étape critique où la précision détermine directement la capacité et la durée de vie de la batterie. Après avoir passé l'inspection, le démontage et le traitement mécanique, les composants de batterie récupérés sont maintenant prêts à entrer dans l'étape d'assemblage. Les boîtiers de batterie vérifiés sont alignés sur le convoyeur, en attente d'être remplis de matériaux. À la première station, le mélange de cathode préparé est distribué dans chaque coque en acier par un système d'alimentation automatisé. Un arbre de presse compact fermement la poudre contre les parois du boîtier, assurant l'uniformité à travers chaque cellule. Des caméras industrielles surveillent en continu, rejetant toute unité présentant des écarts de poids. Ensuite, le mélange d'anode, fait de zinc ou de graphite, est injecté dans le noyau par des machines de dosage haute pression. Sur les lignes modernes, des bras robotiques placent le collecteur de courant central précisément en position, formant le chemin vers la borne positive. L'étape finale est le scellement. Un capuchon en acier est placé sur l'ouverture de la coque, et une presse de sertissage le verrouille fermement sous haute force, créant une structure unifiée. Chaque cellule passe ensuite par une mesure de tension et un test d'étanchéité avant l'étiquetage et l'emballage. Avec un haut niveau d'automatisation, des millions de cellules sont produites quotidiennement avec une constance et une vitesse remarquables, transformant un processus complexe en un flux mécanique incessant. Des batteries épuisées aux lignes de recyclage, puis renaissant sous forme de nouvelles cellules, l'ensemble du parcours montre que la technologie ne concerne pas seulement la production, mais aussi la création d'un cycle durable. Chaque étape, de la collecte au tri et au traitement jusqu'au boîtier, à la fabrication des électrodes et à l'assemblage final, contribue à transformer les déchets dangereux en ressources contrôlables. C'est la combinaison de l'expertise humaine, des machines et des processus sophistiqués qui forment un cycle énergétique fermé où la valeur est continuellement renouvelée. Et maintenant, laissez-moi vous poser la question du jour. Sommes-nous prêts à recycler à grande échelle au même rythme que nous consommons? Parce qu'au final, produire des millions de batteries est facile. Les récupérer toutes beaucoup moins. Alors, innovation technologique ou défi logistique colossal? Le débat est ouvert en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais le lithium n'est pas le seul métal récupéré lors du recyclage. À l'intérieur de chaque batterie se cache aussi un métal léger, résistant et infiniment recyclable, l'aluminium. Environ 200 000 tonnes d'aluminium sont produites chaque jour. Les États-Unis en consomment à eux seuls plus de 4,6 milliards de kilogrammes par an. Pour répondre à cette demande colossale, des millions de tonnes de minerais doivent être traités. Mais comment une roche rougeâtre se transforme-t-elle en l'un des métaux les plus précieux de la planète? Dans cette vidéo, vous découvrirez d'où vient l'aluminium et comment il est fabriqué. Sans lui, la civilisation ne pourrait survivre. Cette merveille d'ingénierie est omniprésente. L'aluminium est un élément essentiel des avions, des automobiles et des câbles haute tension qui transportent l'électricité jusqu'à nos maisons. Contrairement au fer, qui s'oxyde et se détériore avec le temps, l'aluminium forme une couche d'oxyde d'aluminium à sa surface qui le protège de la corrosion. Il est 3 fois plus léger que l'acier. Grâce à sa faible densité et à sa grande résistance, il devint le principal matériau de construction aéronautique. Cependant, ce n'est qu'en 1807 que le chimiste britannique Humphrey Davy identifia pour la première fois un métal dans un sel appelé alumène. Son identification fut aisée, mais son isolement s'avéra un défi majeur. Il a fallu environ 20 ans au chimiste danois Hans Christian Ørsted pour extraire le métal. Pourtant, le procédé était si complexe et coûteux qu'au début du XXe siècle, l'aluminium valait plus cher que l'or. Napoléon III utilisait même des couverts en aluminium pour ses invités les plus importants, tandis que tous les autres devaient se contenter d'or. Tout a changé en 1886, lorsqu'une découverte a rendu l'aluminium accessible et abordable. 2 scientifiques travaillant indépendamment, le français Paul Éuge et l'américain Charles Martin Hall, ont mis au point un procédé d'extraction électrochimique encore utilisé aujourd'hui. Ils ont découvert qu'en dissolvant de l'oxyde d'aluminium dans un sel appelé cryolite et en appliquant de l'électricité, les atomes d'oxygène se séparaient, laissant place à de l'aluminium métallique. Cette méthode a permis de produire de l'aluminium en masse à un coût bien inférieur, révolutionnant ainsi l'industrie. Mais d'où vient l'aluminium? Il se trouve juste sous nos pieds. Il attire les mineurs car c'est le métal le plus abondant de la croûte terrestre, représentant plus de 8% de sa composition. Cependant, l'aluminium n'existe pas à l'état pur dans la nature. Contrairement à l'or et à l'argent, il n'existe pas sous forme de pépites ou de filons. On le trouve uniquement dans des gisements de bauxite rougeâtre.
Les gisements les plus abondants se trouvent en Australie, en Guinée, au Brésil et en Jamaïque. La mine Andley d'Alcoa est située au cœur des montagnes australiennes. Ces montagnes sont principalement composées de bauxite et constituent la plus grande mine de ce minerai au monde, d'où sont extraites environ 23 millions de tonnes par an. Cependant, la plupart des gisements de bauxite ne peuvent être extraits sans forer au préalable d'une barrière rocheuse souterraine de plus de 5 mètres de profondeur. Cela nécessite l'utilisation d'explosifs suffisants pour démolir un immeuble de 10 étages. La roche est d'abord forée. Ensuite, l'explosif, composé de nitrate d'ammonium combiné à du combustible, est inséré. Chaque mois, ils utilisent entre 700 et 900 tonnes de nitrate d'ammonium. Des milliers de tonnes de minerais contenant de l'oxyde d'aluminium sont détonnées chaque jour. Chaque explosion ouvre environ 2 hectares de terrain et libère entre 50 000 et 100 000 tonnes de minerais. Chaque tonne de minerai ne peut contenir que quelques kilogrammes d'aluminium. Une grande quantité de bauxite doit donc être traitée pour produire un seul lingot. Pour obtenir une tonne d'aluminium, il faut environ 4 tonnes de bauxite. L'extraction nécessite des milliards de dollars d'investissement. Aujourd'hui, le prix de l'aluminium est de 2,65 $ le kilogramme et l'industrie minière investit dans des équipements de grande envergure. Cette excavatrice est la plus grande du monde, coûtant plus de 20 millions de dollars, ce qui en fait l'une des plus chères. Les camions tout-terrain peuvent transporter jusqu'à 270 tonnes de bauxite et l'excavatrice charge une tonne en 3 mouvements. Un camion arrive vide et repart chargé en 1 minute seulement. Les camions déchargent ensuite le minerai à l'usine de traitement. Pour extraire l'aluminium du minerai, on utilise un procédé de raffinage appelé procédé Baya. Un tapis roulant dépose le minerai dans un tambour rotatif géant où d'énormes billes d'acier le broient en une fine poudre. La poudre de bauxite est ensuite mélangée à un fluide caustique qui sépare l'oxyde d'aluminium du reste, ce qui produit une solution concentrée d'oxyde d'aluminium. Et puis vient la partie la plus surprenante. Cette solution sèche et forme des cristaux sableux appelés alumine, la substance dont est composé l'aluminium. L'étape suivante consiste à isoler l'aluminium de l'oxygène. Pour ce faire, l'alumine est transportée vers une usine de production d'Alcoa. Un navire chargé quitte le port tous les 3 jours. L'alumine qu'il transporte sera transformée par une fonderie en 35 000 tonnes d'aluminium pur. Tous les 3 jours, un navire arrive avec environ 100 tonnes d'alumine. Son contenu est ensuite entièrement aspiré par un supervide industriel qui extrait environ 300 tonnes par heure, vidant le navire en environ 5 heures. Le matériau est ensuite déposé sur des tapis roulants et transporté jusqu'à l'usine, où l'alumine est introduite dans de grandes cuves électrolytiques remplies de cryolite fondu. La cryolite abaisse le point de fusion de l'alumine de 2050 degrés Celsius à environ 950 degrés Celsius. Pour obtenir de l'aluminium pur, il est nécessaire de séparer les atomes d'oxygène qui le maintiennent fermement ensemble, un processus qui nécessite d'énormes quantités d'électricité. C'est pourquoi l'aluminium est appelé électricité à l'état solide. La consommation d'électricité représente environ un tiers du coût d'un kilogramme d'aluminium. L'énergie utilisée par l'usine pour alimenter les cuves pourrait alimenter 300 000 foyers. Au total, plus de 340 MW d'électricité sont consommés chaque année pour produire de l'aluminium. Dans les cuves d'électrolyse, un courant électrique basse tension et haute intensité est appliqué à travers des anodes en carbone et une cathode, déclenchant ainsi l'électrolyse. L'électricité circule dans des tiges de cuivre reliées aux cuves. Les molécules d'oxyde d'aluminium qu'elles contiennent sont composées de 2 atomes d'aluminium et de 3 atomes d'oxygène. Le courant électrique rompt ces liaisons, séparant les atomes. L'oxygène monte à la surface du récipient et réagit avec les anodes de carbone pour former du dioxyde de carbone, tandis que l'aluminium, plus dense, coule au fond. Après l'électrolyse, l'aluminium fondu, à environ 950 degrés Celsius, est séparé de la cryolite par pompage par aspiration. Ce processus se déroule en cycle continu toutes les 36 heures pour extraire le métal des cuves. Une fois extrait, l'aluminium liquide est transféré dans un creuset de transport, un récipient isolé thermiquement conçu pour maintenir la température du métal et éviter une solidification prématurée. Dans les fours d'affinage, l'aluminium est réchauffé pour éliminer les impuretés restantes grâce à des procédés tels que la filtration, qui éliminent les éléments indésirables comme l'hydrogène et les oxydes. L'aluminium pur est ensuite coulé dans des moules pour former des lingots, puis soumis à un refroidissement contrôlé, garantissant une solidification sans défaut structurel. Une fois prêts, les lingots sont envoyés vers diverses industries, où ils deviennent des produits destinés au secteur de l'automobile, de l'aéronautique et de la construction.